Le blanchiment d'argent est au cœur des activités criminelles et représente une menace des plus importantes en termes de sécurité intérieure et de stabilité économique. Par ailleurs, la montée du terrorisme a conduit à accroître la surveillance des circuits financiers susceptibles de le financer. Face à ces réalités, l'Union économique et monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest a dû se doter d'instruments de régulation efficaces afin d'assurer la transparence dans le déroulement des opérations financières. Il est important que nous puissions apprécier le niveau de conformité de cette loi par rapport aux nouvelles recommandations et entamer en toute sérénité le processus d'évaluation des États. L'autre objectif, c'est de créer un partenariat ou une plateforme de pérennisation de ce dialogue-là, afin que le processus se fasse dans un esprit inclusif et de concertation et de participation collective. Un forum est organisé à Bigan et réunit les acteurs des établissements financiers afin de renforcer les actions de lutte contre cette délinquance financière qui menace le développement économique des États de l'Afrique de l'Ouest. S'ils nous empêchent d'acheter ces vêtements, alors ils devraient faire pareil avec ceux qui importent de nouveaux vêtements parce que nous traversons tous la frontière. Je ne crois pas que nous allons survivre. Ça va être très difficile pour nous parce que beaucoup de gens vivent grâce à ce commerce de vêtements de seconde main et je pense que ça va inciter beaucoup de voleurs dans le pays parce qu'il n'y a pas de travail. Si tu rentres dans un magasin et que tu dis je veux ce t-shirt, on vous dit c'est $30 ou $40. Mais ici c'est juste $1.05 et c'est abordable. Pour protéger les entreprises locales, le gouvernement devrait d'abord s'assurer que les vêtements sont vendus au juste prix et améliorer la production. Quand ils seront sûrs que les gens peuvent s'offrir ces choses, on n'aura pas de tels problèmes où des gens importent des vêtements de seconde main. Beaucoup de gens sont dépendants de ces vêtements pour vivre, donc s'ils les interdisent complètement, ils seront vraiment affectés. Mais je pense que ce qui va se passer, c'est que ces vêtements vont continuer d'être introduits dans le pays. Après une dizaine de jours de léthargie économique consécutif au coup d'État militaire intervenu à la mi-septembre au Burkina Faso, c'est le retour progressif à la normale depuis le 25 septembre dernier. Les rues de Ouagadougou ont regagné leur ambiance habituelle. C'est la reprise de l'activité économique dans le secteur informel, un secteur qui a enregistré d'énormes pertes. C'est pas une semaine, 10 jours même sans vendre. J'ai perdu en tout cas, maximum en tout cas ça fait 350 000 ou 400 000 comme ça maximum. L'un des secteurs qui a été fortement touché par la crise, c'est le domaine des hydrocarbures. Les stations-service sont restées fermées pendant toute la durée de la crise, soit plus d'une semaine d'inactivité. Nous avons perdu beaucoup, c'est des milliards. Et par exemple, si nous estimons que sur une station, les stations qui marchent très bien, si vous faites 6 000 à 10 000 litres par jour, vous voyez, la personne perd facilement beaucoup d'argent sur ça. Depuis le rétablissement du gouvernement de la transition, l'on assiste à une relance timide de l'activité économique au Burkina Faso. Les commerçants ont ouvert boutique pour une clientèle qui tarde à se manifester. Franchement, il n'y a pas de clients. Les gens les perdent, ils ne peuvent pas venir en ville là. Il y a des gens aussi qui sont dans les provinces là, ils ne viennent pas. La plupart des gens qui viennent même sur les stations, c'est les mobilettes. Et rarement sont ceux qui viennent en voiture, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. On attend peut-être dans les 2 jours qui viennent, nous allons essayer de voir peut-être que la pluie sera un peu plus forte. L'optimisme pointe donc à l'horizon avec la levée du mot d'ordre de grève générale des syndicats et le retour progressif à une situation politique normale, autant de facteurs favorables à une véritable relance économique au Burkina Faso. Auparavant des roches arides, maintenant des cultures verdoyantes. En 30 ans, le Burkina Faso a réussi à combattre la désertification. Ici, à Rim, à une dizaine de kilomètres du Mali, les paysans ne jurent que par le zaï, aussi appelé le cordon pierreux. Il a été question ici de transporter des pierres pour venir réaliser donc des petites barrières, donc les cordons pierreux, pour retenir et pour freiner le ruissellement de l'eau, freiner la vitesse de l'eau,
pour permettre à l'eau de s'infiltrer et d'emporter moins la terre vers le bas de la pente. Donc ce qui va permettre, donc l'infiltration va permettre aux plantes de croître. Une nouvelle technique qui fonctionne, les agriculteurs du village sont ravis. Auparavant, ils semaient sur une terre nue et ne récoltaient rien. Aujourd'hui, leurs récoltes sont abondantes. J'ai une famille de 11 personnes. Actuellement, si tu viens chez moi, tu vas trouver des greniers pleins que je n'ai pas encore touchés. J'ai également suffisamment de haricots et tout cela, c'est grâce à la technique des cordons pierreux qu'on nous a montré. Entre 200 000 et 300 000 hectares de terre ont ainsi été réhabilités et se retrouvent aussi exploitables, mais les moyens ne sont pas encore suffisants. Il y a encore plusieurs familles qui n'ont pas eu la chance d'adopter. Ils savent et ils veulent adopter ces pratiques, mais ils ont besoin des moyens. Ça ne demande pas beaucoup de moyens, mais il faut que ces moyens soient dirigés à ceux qui ont besoin de quelques ressources pour implémenter ces pratiques. L'enjeu dépasse la simple sécurité alimentaire du Burkina Faso. Cet État sahélien pauvre connaît un important exode rural. Grâce à cette nouvelle méthode d'exploitation, l'exode aura bien moins raison d'être. Dans un pays où 60% des 17 millions d'habitants a moins de 25 ans, le ZAI pourrait inciter les jeunes burkinabés à rester à la campagne. Le Forum économique mondial a publié mercredi son rapport 2015-2016 sur la compétitivité dans le monde. En Afrique, Maurice reste l'économie la plus compétitive en tête du top 10 du continent, suivi de près par l'Afrique du Sud, le Rwanda et le Botswana. Le Maroc, en 5e position, reste le pays nord-africain le mieux classé du continent. Viennent ensuite la Namibie et l'Algérie en 6e et 7e position. La Côte d'Ivoire, qui tient la 8e place de ce top 10, a réalisé la plus forte progression en Afrique depuis l'an dernier, en gagnant 24 places. Respectivement 9e et 10e, la Tunisie et la Zambie referment ce top 10 des économies les plus compétitives de l'Afrique. Toujours selon ce rapport du Forum économique mondial, l'Afrique subsaharienne continue d'enregistrer des taux de croissance proches de 5%, mais la compétitivité et la productivité restent toujours faibles. Créé en 2004, l'indice mondial de la compétitivité évalue la compétitivité économique d'un pays en fonction de certains indicateurs nationaux, notamment l'environnement macroéconomique, la qualité des institutions et celle des infrastructures, l'éducation, l'efficacité et la taille des marchés, le développement technologique et l'innovation. La République démocratique du Congo tient à atteindre son objectif, celui de devenir un pays émergent d'ici 2030. D'où la nécessité de canaliser les dépenses publiques s'avère nécessaire. Bien que la croissance économique soit très forte à plus de 8%, le taux de change reste stable, mais la baisse de réserves est constatée. Voilà ce qui justifie l'implication de la Banque mondiale à mettre en œuvre la publication de la revue sur la gestion des dépenses publiques et de la responsabilisation financière. Cet outil dynamique montre que la Banque mondiale n'est pas seulement spécialiste de projets, mais des connaissances. Il couvre les secteurs de la santé, de l'éducation et ainsi du transport routier. Et l'ambition pour nous, c'est de pouvoir, avec le gouvernement de la RDC, mettre en place une matrice unique des réformes de finances publiques dans ce pays, laquelle matrice servira de cadre de référence pour le développement, pour le renforcement, si vous voulez, des finances publiques en RDC. La publication de ce rapport sur la gestion des dépenses publiques ne s'impose pas seulement à l'État congolais, mais plutôt elle relève le rôle des entreprises publiques dans la fourniture des services et la génération des recettes. Parce que nous insistons toujours sur ce point que les réformes doivent continuer. Parce que même les pays plus avancés continuent à réformer. Et donc notre contribution est de pouvoir enrichir les débats pour le programme de réforme. L'État congolais loue cette étude de la Banque mondiale et invite les secteurs concernés à s'en approprier pour l'amélioration de leurs services.
aussi, pour garantir une mise en œuvre effective de ces recommandations, je propose qu'elles soient intégrées dans la matrice des réformes pilotées par diverses entités techniques, notamment celles relatives aux finances publiques et à la gouvernance économique. Signalons que la prochaine étude de la Banque mondiale sur la gestion des dépenses publiques prendra en compte d'autres secteurs, à savoir l'eau et l'électricité. Les grains de café cultivés dans les collines du Rwanda ont longtemps été destinés à être exportés loin du continent africain, en Europe ou aux États-Unis. On peut désormais déguster un arabica rwandais à Lagos, au Nigeria, en expresso ou dans un cappuccino, dans un des établissements de la marque Neo. Le Nigérian Ngozi Dossier a eu l'idée de créer une chaîne de café 100% africaine à destination des Africains et en a fait son principal argument de vente. Neo en Tswana, la langue du Botswana, ça veut dire cadeau. Et bien sûr, ça veut aussi dire nouveau en latin. Il s'agit d'une nouvelle approche du café où nous, en tant qu'Africains, nous buvons le café que nous produisons, qui nous a été donné en cadeau, au lieu de l'exporter et d'importer des cafés de qualité inférieure. Le Rwandais Kaitana Bosco, passionné de café, est venu de Kigali pour former des Nigérians à l'art du cappuccino. Au Nigeria, comme dans la plupart des pays d'Afrique, la consommation de café est une habitude de vie récente, importée par les Africains qui ont étudié ou travaillé à l'étranger. 99% de nos clients sont des returnees, des Nigérians qui reviennent au pays ou bien des étrangers. Ce sont des gens qui ont eu l'opportunité de voyager dans des pays occidentaux, en Europe. L'homme d'affaires nigérian Chukwu Emwa, qui a longtemps vécu aux États-Unis, fait partie de ces returnees, devenus accros au café en fréquentant la chaîne américaine Starbucks. Je suis un adepte du Starbucks. Chaque fois que je vais aux États-Unis ou ailleurs à l'étranger, je cherche un Starbucks et je me prends un café. Et maintenant qu'il y a Neo, je viens au café Neo pour mon café latte. Pour l'instant, Neo compte 3 branches à Lagos et une à Kigali, au Rwanda. Mais la chaîne se rêve déjà en Starbucks africain, avec des cafés dans toutes les grandes capitales du continent.